Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité sur RTI 1 ce soir. Aujourd'hui, lundi 19 mars, marque l'ouverture de la campagne pour les sénatoriales. Pour ce premier jour, candidats indépendants et têtes de liste des partis politiques n'ont pas chômé. Ils se sont déployés sur l'ensemble du territoire national à la recherche de voix. La Côte d'Ivoire se dote d'outils modernes et écologiques pour une meilleure gestion des déchets solides ménagers. Dans 4 mois, le premier centre d'enfouissement du pays sera opérationnel à Kosenoué, sous-préfecture de Songon. Il a une capacité de stockage sur 7 années. Lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire met les bouchées doubles. Le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a planché sur le financement du système intégré de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et puis l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord sur les termes d'une période de transition post-Brexit. Cette période de transition va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le journal de 20h. Elle est ouverte depuis ce matin. La campagne électorale pour les sénatoriales du 24 mars va durer 4 jours. Les différents candidats ont donc jusqu'au 22 mars pour convaincre les électeurs, c'est-à-dire les maires, députés, conseillers municipaux et conseillers régionaux. Nous y reviendrons dans la page politique. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce lundi pour Kigali. Daniel Kablan-Duncan va représenter dans la capitale rwandaise le président Alassane Ouattara au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. C'est du 19 au 22 mars. Le Premier ministre a procédé ce lundi à la pose de la première pierre du premier centre d'enfouissement technique du pays. Il s'agit principalement d'améliorer la gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Le centre installé à Kosenoué, sous-préfecture de Songon, a une capacité de stockage de 7 ans. Alexis Ouedraogo. Chaque année, les 13 communes du district d'Abidjan produisent un peu plus d'1 250 000 tonnes de déchets. Jusqu'à ce jour, seule la décharge d'Akwedo absorbait cette production. Lors du lancement de l'opération Grand Ménage en 2017, le gouvernement s'était engagé à trouver une solution concrète courant 2018. Et bien ce lundi, à Kosiouin, dans la commune de Songon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du tout premier centre d'enfouissement technique du pays. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. À la différence d'une décharge telle qu'Akwedo, le centre d'enfouissement technique stocke les déchets ultimes tout en limitant les risques de pollution et de contamination de l'environnement. La livraison du premier casier qui recevra les ordures est annoncée pour juillet 2018. Il devra donner le top départ au processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier très sincèrement la communauté villageoise d'Akwedo pour leur grande patience. Le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo, initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est désormais irréversible. Dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique de gestion des déchets, il est également prévu la construction d'infrastructures, dont des centres de transfert et autres centres de groupage de déchets solides. Les Ivoiriens ont été traumatisés par la situation de la décharge d'Akwedo et ne veulent pas que cela se répète ici à Kosiouin. À ce titre, je vous engage à offrir aux Ivoiriens un ouvrage de qualité conforme aux normes internationales de sécurité environnementale. Aucune dérogation à ce principe fondamental de notre partenariat visant à améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes ne sera naturellement tolérée. Au-delà de ce mécanisme, la population est invitée à accompagner la préservation de l'environnement. Cette nouvelle politique coûte beaucoup à l'État. Ce sont d'importants efforts que le président de la République a bien voulu consentir pour le bien-être et la santé des populations, pour la protection de notre environnement. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient désormais aux Ivoiriens qui me regardent de faire leur part. Rendez-vous est donc pris pour juillet 2018.
Et pour mieux comprendre cet outil de gestion des déchets, notre reporter Alexis Ouedraogo nous explique le mode de fonctionnement d'un centre d'enfouissement technique. Comment fonctionne un site d'enfouissement technique? Tout d'abord, les déchets sont étendus en minces couches dans les cellules étanches. Ils sont nivelés, compactés et recouverts périodiquement avec de la terre ou tout autre matériel inerte. L'aménagement de fosses autour du site permet de dévier les eaux de surface avant qu'elles n'entrent en contact avec les déchets. Après quelques années, la décomposition de la partie biodégradable des déchets produit le biogaz. Il est capté par un réseau de puits installés sur toute la surface du site et brûlé ou transformé en énergie. Une fois leur capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en installant un recouvrement favorisant l'apparition d'une végétation. Pendant l'exploitation et après la fermeture des cellules, on applique un programme strict de suivi environnemental afin de vérifier la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l'air, le niveau du bruit et l'efficacité des systèmes de traitement du lexivia et d'élimination du biogaz. Le travail des enfants au centre d'une rencontre ce lundi. Elle a été initiée par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Il a entre autres été question du financement du système intégré de suivi du travail des enfants ici en Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Aboula. Ça concerne les enfants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ne peut pas être insensible. Il n'y a donc pas de surprise que la tenue de l'atelier sur le travail des enfants ce lundi à Eden Golf Hotel soit sous son haut patronage. Il s'agit précisément de réfléchir sur le mécanisme opérationnel de coordination et de financement durable du système intégré public-privé de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Atelier organisé en partenariat avec la fondation ICI, International Cocoa Initiative, par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président de ce comité, y est représenté par le directeur de cabinet adjoint du dit ministère. La convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants fait obligation aux membres signataires de procéder à la mise en place d'un mécanisme de suivi du travail des enfants. En application de cette recommandation, la Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2013 le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire qui s'applique à tous les secteurs de l'appareil de production économique du pays. Ce système, comme vous le savez, participe de la facilitation de la prise de décision, mais également de la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce pour nous accompagner dans un bon diagnostic et une bonne prise de décision par rapport à cette question éminemment importante pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Madame Nadia Ndabende a situé l'importance de cette rencontre en sa qualité de chef de cabinet de la fondatrice de Children of Africa. C'est en juin 2013 que la Première Dame a personnellement procédé au lancement officiel de la phase opérationnelle du SOSDECI, marquant ainsi son engagement à veiller à la mise en œuvre efficace de ce mécanisme national multisectoriel d'alerte, de prévention et de remédiation du travail des enfants dans notre pays. À cette occasion, la présidente du CNS avait lancé un appel solennel à toutes les structures sociales de base, à la communauté des acteurs associatifs, aux entreprises du cacao et du chocolat, ainsi qu'aux structures publiques et parapubliques de l'État, en charge de la lutte contre le travail des enfants, à s'approprier ce mécanisme afin de permettre d'assurer sa viabilité et sa pérennité. Aujourd'hui, le CNS est donc heureux de constater que cet appel lancé par la Première Dame a bien été entendu. Une journée entière de réflexion dédiée une fois de plus à la cause des enfants. Elle vise donc à la production d'un rapport de synthèse et des recommandations nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de coordination et de financement durable du système intégré de suivi du travail
des enfants sur le sol ivoirien. Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation. Le ministre des Transports l'a annoncé ce lundi à l'issue d'une visite de terrain. Les travaux ont concerné notamment la piste d'atterrissage et dès cette fin de semaine, les vols en provenance et à destination de San Pedro vont reprendre. Notre envoyé spécial à San Pedro, Mahama Traoré. C'est le premier avion à atterrir à l'aéroport de San Pedro depuis environ 6 mois. À son bord, le ministre des Transports, Amadou Koné, est venu constater la fin des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de cet aéroport. Sa dégradation très avancée avait entraîné la fermeture de l'aéroport de San Pedro depuis septembre 2017. Ces travaux ont consisté à traiter définitivement en profondeur toutes les difficultés qui sont liées au sol ici, qui est un sol marécageux, qui faisait que la piste était constamment dégradée. Il y a eu des travaux de soubassement extrêmement importants, c'était des travaux très lourds. Ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. La Sodexam a autorisé le démarrage des vols. Ces travaux ont coûté plus de 14 milliards de francs CFA à l'État, un investissement nécessaire au renforcement et au prolongement de la piste d'atterrissage qui passe de 1900 à 2100 mètres de longueur. L'aéroport de San Pedro peut désormais accueillir des avions de type Airbus A320 comme ceux de Air Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la compagnie nationale va reprendre sa desserte de San Pedro dès ce vendredi. D'abord heureux pour la population de San Pedro et surtout pour les opérateurs économiques qui fréquentent San Pedro. Ils ont beaucoup souffert. Je suis convaincu que quand nous allons reprendre les vols, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Ville portuaire, San Pedro reste la destination la plus fréquentée des vols domestiques de la compagnie nationale. Le taux de remplissage de ces vols quotidiens est estimé à plus de 70%. Dans le domaine agricole, le trafic illicite de l'anacarde a occasionné pour la seule année 2017 une perte de 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Les douanes ivoiriennes et le conseil coton anacarde veulent mettre fin à la fuite de la production ivoirienne de noix de cajou. Victorine Yaoyoboy. Des camions chargés de noix de cajou saisis au poste douanier de Takikro. Un fait de plus en plus banal à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette évasion de l'anacarde vers les pays limitrophes, les douanes ivoiriennes et le conseil coton anacarde sont partis à la rencontre des acteurs de la filière de la région du Gontougo. Devant l'assemblée à la préfecture de Bondoukou, le directeur général du conseil coton anacarde et celui des douanes ont regretté le recul de la production dans le Gontougo. La production du Gontougo est passée en 2014 de 136 000 tonnes à 103 000 tonnes en 2015. En 2016, elle est tombée à 85 000 tonnes. En 2017, à 71 000 tonnes. Vous êtes fiers d'entendre dire que vous n'êtes plus premier producteur d'anacarde. Ce n'est pas parce que vous avez détruit vos plantations. Lorsque le directeur général fait son placement, c'est une question de tonnage. Vous faites l'effort de produire et malheureusement, certains font l'effort de faire comptabiliser leur production ailleurs. En 2017, la région a été classée 4e par le Conseil coton anacarde. Mais l'impact de la fuite du cajou n'est pas que régional et le directeur général des douanes n'a pas manqué de le relever. Nous devons savoir qu'en vendant notre anacarde dans les pays limitrophes, c'est leur économie que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Pour la seule année de 2017, 50 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du territoire, causant une perte de 17 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Mettre fin à une telle saignée nécessite des moyens appropriés. À ce titre, le directeur général des douanes a doté le corridor douanier de Takikro de matériel roulant pour accentuer ses actions de sensibilisation des populations. Le ministère du Plan et du Développement a présenté aujourd'hui les résultats de son 5e programme d'enquête sur les principaux indicateurs sociaux liés aux femmes et aux enfants. L'objectif est de favoriser une meilleure planification de toutes les actions concrètes en direction des femmes et des enfants. Lanciné Bakayoko. Cette enquête réalisée du 23 avril au 20 juillet 2016 auprès des ménages ivoiriens
a été effectuée pour disposer d'indicateurs clés sur la situation des femmes et des enfants dans divers domaines sociaux. Cette enquête pose des questions de la fécondité, du planning familial, du statut nutritionnel et l'évolution des grandes pandémies telles que le VIH-Sida et le paludisme. Dans des domaines comme l'accès aux services de santé, l'éducation, l'état civil, l'assainissement, la maîtrise de la fécondité ou encore l'alimentation, les résultats sont plutôt encourageants. Malgré ces avancées, certains indicateurs demeurent encore préoccupants. Seulement 24% des jeunes femmes ont une connaissance approfondie des moyens de prévention contre la transmission du VIH. Moins d'un habitant sur 3 utilise des toilettes améliorées et plus d'une personne sur 5 pratique encore la défécation à l'air libre avec une prépondérance en milieu rural. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait partie des principaux utilisateurs potentiels de tous ces indicateurs actualisés. Nous apprécions à leur juste valeur l'appui dans la production d'informations fiables, vérifiables et surtout récentes qui viennent affiner les différentes analyses situationnelles réalisées et éventuellement adapter ou alors ajuster les stratégies, redéfinir les cibles des indicateurs à atteindre à court et moyen terme. Après cette phase de validation des résultats, il est question maintenant de passer à la période de vulgarisation de ce 5e programme auprès du grand public. Le réseau des cadres républicains d'Aboasso dans le sud-est du pays se dote d'instruments de développement. Les coopératives de femmes et de jeunes sont entrées officiellement en fonction. En plus, 500 tables bancs ont été offerts aux établissements secondaires publics d'Aboasso et de Tiapoum. Hervé Blé. Le réseau des cadres républicains d'Aboasso se dote de moyens pour accentuer ses actions sociales sur le terrain. Un nouvel élan que le RECRA a choisi de marquer par un grand rassemblement à la place Elengan-Etché. Nous sommes venus ici pour une chose, comment faire reculer la pauvreté, comment faire reculer la vulnérabilité de nos femmes et de nos jeunes, comment permettre à notre nation d'être prospère, une Côte d'Ivoire toujours rassemblée et toujours portée vers le progrès et le développement. Pour amplifier ces actions, 3 structures voient le jour: le RECRA Coopérative Femmes pour l'autonomisation des femmes, le RECRA Coopérative Jeunes pour leur permettre de s'investir dans l'agriculture et le RECRA Financement, un fonds pour financer les différentes actions du réseau. Nous devons être une force économique et nous inspirer du modèle de nos leaders, la présidente et la secrétaire générale nationale du RDR, qui sont de vraies combattantes, des dames qui gagnent. Symbole ce mois de mars de l'engagement social du RECRA, la remise de 500 tables bancs aux établissements scolaires secondaires publics d'Aboasso et de Tiapoum. À cette cérémonie, la présidente et la secrétaire générale du RDR étaient représentées, marquant ainsi leur soutien aux idéaux du RECRA. Madame la secrétaire générale nous a demandé d'insister sur la cohésion au niveau des cadres, de faire en sorte que les cadres du Sud Comoé, unis autour du ministre Marcel Amontano, autour des élus, que vous puissiez conduire ensemble le développement de cette région si chère au président de la République. Créé en mai 2015, le réseau des cadres républicains d'Aboasso se veut un cadre de réflexion et de promotion du développement local, mission à nouveau réaffirmée à Aboasso ce mois de mars. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour l'émergence, s'est rendue à Tiassalé au programme des échanges avec l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Une rencontre chargée de symboles. Aller au-delà des formations politiques du RHDP et sonner la mobilisation autour des actions du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le sens de la visite de l'honorable Charles Niaouri, président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, à Tiassalé à la rencontre de l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous devons aider le président Alassane Ouattara dans le développement de notre nation. Nous connaissons leur position politique, mais nous disons que cela ne doit pas nous arrêter sur la route de la cohésion, sur la route de l'entente, sur la route de la solidarité. Nous devons continuer
le combat du développement autour de la vision du président Alassane Ouattara. Partageant l'approche du président de la Force 2015, l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire s'engage à s'investir davantage dans l'édification d'une nation stable. Engagement appuyé par l'honorable Marie-Noëlle Okponou, députée de Tiassali. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Notre président, le président Alassane Ouattara, trône la paix. Donc nous devons suivre les traces de notre président. Un message d'union, de fraternité, et nous sommes d'accord avec ce message-là. C'est pour cela que nous l'avons accueilli et nous serons toujours ensemble avec lui. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion, de paix, d'union pour son développement. Un esprit participatif et patriote que Jeunesse de la Force 2015 et celle de l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire entendent partager avec l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire à travers des actions communes. Bureau politique de l'UDPCI, le parti Union pour la démocratie et pour la paix, a annoncé sa décision de signer le manifeste pour le parti unifié en accord avec le RHDP. L'UDPCI a aussi lancé l'école du parti en vue de former ses militants. Alexis Ouedraogo. Au terme de son bureau politique, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, annonce sa ferme volonté de soutenir le manifeste pour le parti unifié. Le bureau politique autorise le président du parti, Dr Abdallah Albert Torquès Mabri, à signer le manifeste du parti unifié en ces termes tels que définis par le comité de haut niveau et à l'occasion d'une cérémonie solennelle aux côtés des autres membres de la conférence des présidents du groupement politique RHDP. Pour le docteur Mabri Torquès, un retour au gouvernement de l'UDPCI est envisageable. Beaucoup doivent les soutenir. Nous nous sommes parlé aujourd'hui dans le cadre du comité de haut niveau. Nous avons des discussions à l'intérieur du RHDP et il est tout à fait normal que si les choses continuent ainsi, que l'UDPCI retrouve légitimement sa place puisque c'est un pouvoir que nous avons participé à obtenir et il est normal. Et d'ailleurs, c'est ce que notre accord au sein du RHDP dit. On cherche le pouvoir ensemble et on gouverne ensemble. Plus tôt en journée, le parti a tenu son comité central, l'occasion de décrypter les décisions prises jusqu'alors par le président Mabri Torquès et de toiletter les textes du parti. Autre événement phare de la journée, le lancement de l'école du parti. L'Institut doit permettre un meilleur encadrement des militants. Des militants mal formés, peu informés, qui ne savent pas les opportunités qui peuvent se présenter à eux, des militants qui ne savent pas sur quel angle parler de leur parti face à des citoyens, sont des militants finalement qui ne sont pas utiles à leur parti. L'UDPCI, conformément aux résolutions de son dernier congrès, entend aujourd'hui renforcer ses bases et consolider ses positions. 20h23, ouvrons le chapitre consacré au sénatorial. La campagne électorale est ouverte depuis ce matin. Mais tout d'abord, faisons un point des différentes candidatures avec Moussa Konaté. Le Sénat, chambre haute du Parlement ivoirien tel que stipulé par la nouvelle constitution de novembre 2016. Les dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales se sont ouverts le 23 février. 11 jours après, les premiers candidats se signalent. Le lundi 5 mars, la Commission électorale indépendante CEI enregistre 2 dossiers issus de listes indépendantes. Le ton est ainsi donné 4 jours suivants, soit le vendredi 9 mars, date limite de réception des candidatures. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dépose 33 listes pour 31 régions et 2 districts. La CEI a reçu 61 dossiers de candidature. Elle en a retenu 58 et donc en a rejeté 3. La campagne est fixée du 19 au 22 mars pour les élections sénatoriales, prévues le 24 mars prochain. L'électeur présentera le jour du scrutin sa carte nationale d'identité ou sa carte professionnelle, la carte professionnelle liée à son mandat électif. Les électeurs, essentiellement les conseillers municipaux, régionaux et de districts, ainsi que les députés, environ 7000 personnes, vont donc se rendre dans les 35 bureaux de vote pour élire
les 66 sénateurs au suffrage universel indirect. Et quels sont les enjeux de ce scrutin sénatorial qui est une première en Côte d'Ivoire? Gabriel Zani. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les élections sénatoriales sont très attendues. Mais en fait, qui est le sénateur? Qui l'élit? Et que fait-il exactement? Autant de questions qui s'entremêlent depuis l'annonce de la tenue des élections. Un sénateur est un élu qui participe au travail législatif et au contrôle du gouvernement. Les sénateurs sont élus pour 5 ans au suffrage universel indirect. Après cette élection, le président de la République désignera le tiers des membres du Sénat, soit 33 personnalités. Ce qui équivaut à une personnalité par région et par district. Conséquemment, il y aura 33 sénateurs désignés par le chef de l'État et 66 élus par les élus locaux, car selon l'ordonnance, chaque région ou district est représentée par 2 sénateurs. Conformément aux dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des sénateurs prend fin en 2020. Les sénateurs vont assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant faire un point de ce premier jour de campagne dans différentes régions du pays. Le premier point, Serge Koléa nous conduit dans l'Indénié Douablin, c'est avec la liste RHDP. À Abengourou, dans l'Indénié Douablin, les sénateurs sont déjà connus. Le maire Amoakon Banga et le deuxième vice-président du conseil régional, Abdoulaye Tano, conduisent à la liste du RHDP, la seule en lice pour le scrutin du samedi 24 mars prochain. Nous allons nous engager pour que les textes que nous allons prendre au Sénat et de façon générale au niveau du Parlement permettent de mettre en œuvre la décentralisation qui va permettre d'engager désormais le développement de notre pays. Le texte majeur au niveau du Parlement porte sur le budget de la nation. Dans ce budget-là, nous allons faire en sorte que des moyens soient dégagés pour que les collectivités territoriales mènent leur politique de développement économique qui touche la base et nos concitoyens. Donc nous y allons pour, ma foi, aider à la construction de la décentralisation de notre pays. Face aux conseillers municipaux, les 2 candidats ont appelé à la mobilisation des 165 grands électeurs. Les indépendants à la conquête du collège électoral de Bodokro dans la région de Gbeke, Kwadio Kwame. Élection des sénateurs du 24 mars 2018. Kokotre Ablakwaku Alain, ancien ministre, et Koumoué Kona René, maire de Diabo, composent la liste des indépendants. À l'ouverture de la campagne, ces candidats sont allés à la conquête du collège électoral de Bodokro. Le candidat Alain Kokotré a indiqué que ce déplacement vise à confier aux électeurs de la localité leur candidature avant d'en donner les motivations. Nous sommes candidats parce que nous avons constaté que les collectivités territoriales décentralisées sont régies par des textes qui datent déjà de plusieurs dizaines d'années. Et ces textes sont manifestement dépassés, sont désuets. Et nous pensons qu'il faut moderniser ces textes pour coller à la réalité quotidienne des collectivités territoriales décentralisées. Nous avons des idées claires là-dessus. Mon colistier et moi-même, lui qui est maire, et moi qui ai l'expérience gouvernementale, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour aider à l'amélioration des conditions de travail des collectivités territoriales décentralisées. Cette liste des indépendants est face à celle du RHDP dans le Gbeke. La région du Tongpi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une seule liste est en jeu, c'est la liste RHDP et elle veut relever le défi du taux de participation. FBoué.
Pour la région du Tonkpi, comprenant les départements de Man, Danane, Zouanye, Biankouma et Sipilou, ce sont 312 grands électeurs qui choisiront leurs 2 sénateurs. Une seule liste en cause, celle du RHDP. Pour Sotia Alain, deuxième vice-président du conseil régional du Tonkpi, et Sissé Mamadou, actuel maire de Danane, il faut montrer que le RHDP est leader dans cette région. L'enjeu, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire sente qu'il y a une cohésion dans le Tonkpi, donc que la participation soit massive et que nous atteignions entre 95 et 98% de taux de participation. C'est de démontrer que le RHDP est la véritable et première force dans la région du Tonkpi. Et c'est pour ça que nous appelons tous les électeurs, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, qui sont les grands électeurs, à être mobilisés pour le 24 et pour démontrer aux yeux du monde entier que dans notre région, nous avons opté pour le progrès, nous avons opté pour la cohésion, nous avons opté pour le développement et nous avons opté surtout pour le vivre ensemble au niveau de tous nos partis, que ce soit du RDR, de l'UDPCI, du PDCI, du PIT, du MFA. Le scrutin sénatorial se déroulera à l'école primaire publique Péraldi de Mans. Direction San Pedro avec la liste Unir pour développer. Elle est à la phase de la mise en œuvre de stratégies. Mamadou Kwasi. Avant d'investir le terrain, l'heure est à la mise au point chez la liste Unir pour développer. Les 2 candidats indépendants et leur staff définissent ensemble les dernières stratégies de victoire, tout en donnant les raisons de leur candidature. La liste Unir pour développer que je conduis porte le nom de M. Kane Sondé pour le département de Tabou et M. Kouyaté Mamadou pour le département de San Pedro. Vous voyez bien que la représentativité est équilibrée, en tout cas pour la région de San Pedro qui compte 2 départements. Ça, c'est une première préoccupation de cette liste-là. Alors, en deuxième position, nous allons au Sénat. Nous voulons aller au Sénat parce que nous savons que nous serons effectivement présents à tous les travaux et à toutes les activités du Sénat. En tout cas, pour représenter valablement les populations de la région de San Pedro. C'est en deuxième position. En troisième position, cette représentativité dont je parle fait l'objet d'un besoin de cohésion entre les fils de cette région. Voilà pourquoi nous voulons aller au Sénat. Le porte-parole de la liste Unir pour développer appelle les conseillers municipaux et régionaux ainsi que les députés à élire leur liste. Nous demandons aux conseillers de San Pedro de nous faire confiance parce que nous voulons aller au Sénat pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour l'avancement de la Côte d'Ivoire, pour aller vers l'émergence tant réclamée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Kane Sondé, Mamadou Kouyaté compte sillonner toute la région de San Pedro pour se faire élire sénateur au soir du samedi 24 mars prochain. Toujours à San Pedro, la liste Rassemblement et Paix a lancé officiellement sa campagne. Mamadou Kwasi. C'est le siège du RHDP de la ville de San Pedro qui a servi de cadre au lancement de la campagne de la liste Rassemblement et Paix. Une liste constituée de Boueka Nabo Clément et Alphonse Gosso. C'est promouvoir la politique de décentralisation. C'est aussi renforcer la démocratie. Nous sommes maires, moi il y a plus de 20 ans. Je crois que Mimino approche cela également. Nous avons vécu, nous avons été des acteurs, les ayant vécus, les ayant connus. Nous pensons que nous pourrions aider cette chambre-là, bien sûr en collaboration avec les parlementaires, à trouver des solutions idoines pour mener à bien la décentralisation de la Côte d'Ivoire. Dans l'après-midi de ce lundi 19 mars 2018, les responsables régionaux des partis politiques membres du RHDP et les candidats se sont retrouvés avec les militants pour définir ensemble les stratégies de victoire. Donc je demande aux élus d'être ensemble. Lorsqu'on choisit quelqu'un, qu'ils soient tous derrière lui. S'il constate des défauts en lui, qu'il l'aide à corriger ces défauts-là, de respecter ces choix-là. Même si nous sommes debout là, nos responsables politiques, le président Alassane Ouattara, Bédié et ses collaborateurs, même s'ils sont assis, ils voient plus loin que nous. Donc quand ils disent quelque chose, nous devons respecter cela. C'est ça qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avancer. Une tournée dans les 2 départements de la région de San Pedro est prévue par la liste RHDP en vue de convaincre les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les députés. Au cours de ce premier jour de campagne, le candidat du RHDP est allé rencontrer les conseillers régionaux de Yamoussoukro, Sidonie Davila.
Séance de travail et d'information à Yamsoukro à l'ouverture de la campagne sénatoriale. Jean Kwaku Nyangbe, maire de Yamsoukro et candidat RHDP, entretient les conseillers municipaux sur ses réelles motivations et les enjeux de ce scrutin. J'ai aussi sollicité leur suffrage en mettant en avant l'expérience acquise depuis plus de 15 ans dans la gestion des collectivités décentralisées. Je pense que j'ai donc la compétence d'aller au Sénat pour défendre nos intérêts. Qu'il continue de me faire confiance, que je ne serai pas décevant. Je vais moi aussi faire en sorte que la confiance là, je la mérite. J'ai aussi expliqué que cette chambre, c'est la première en Côte d'Ivoire. Il faut des gens qui ont une compétence, des gens qui connaissent les sujets pour aller donc former, si vous voulez, le premier Sénat en Côte d'Ivoire. Et Guédry aussi a cette compétence, puisque Guédry a géré le budget des collectivités décentralisées pendant un certain moment. Donc voilà un couple qui va certainement, disons, être heureux et rendre service. Au programme pour mieux convaincre, des rencontres, Jean Kwaku Nyangbe compte aborder avec les électeurs les sujets d'intérêt tels que le transfert de compétences et le transfert de la capitale à Yamsoukro. Et restons dans la région du Bélier. Union et cohésion font partie de la stratégie de campagne du candidat indépendant de Yamsoukro, Sidonie Davila. Son combat, c'est celui de l'unité et de la cohésion entre filles et fils de la région du Bélier. Léon Kwaku Kwame est candidat indépendant sur la liste Union Paix Développement Amour avec Yao Konan Gbegre, son binôme. J'ai constaté qu'il n'y a pas d'entente entre nos autorités politiques et administratives. C'est surtout cela qui a motivé ma candidature. Il faut d'abord l'union, parce que sans l'union, sans l'attente, on ne peut rien faire à Yamsoukro. L'avènement du Sénat va me permettre de mettre la petite expérience que j'ai en matière de collectivité territoriale à la disposition d'abord de ma région et de la nation tout entière. En matière de collectivité territoriale, il y a vraiment des tests à prendre pour soutenir la politique de développement que le président Alassane Ouattara s'est engagé à le faire pour tout le pays. En tant que sénateur, ça me permettra de parler, de m'exprimer, de sensibiliser nos aînés, comme nous d'ailleurs, pour que nous passions sereinement le flambeau aux générations qui nous suivent. Pur produit des collectivités territoriales, Léon Kwaku Kwame, cet adjoint au maire de Yamsoukro, est sûr de sa victoire. Sa stratégie de campagne est basée sur une approche individuelle. Après le district autonome de Yamsoukro, la région des Grands Ponts, avec la liste indépendante, Gabriel Zani. Premier jour de campagne pour les sénatoriales, Bombro, Francis et Gramemel. Deux candidats indépendants vont à l'assaut des 25 grands électeurs du conseil municipal de Grand Laou. Nous ne dépendons pas d'un parti politique. En allant en indépendant, nous regroupons l'ensemble, n'est-ce pas, des populations, qu'ils soient de quelque parti que ce soit, ou même ceux qui n'ont pas de parti. Et le message, c'est de leur demander de nous choisir afin que nous soyons leurs représentants au Sénat. Étant leurs représentants au Sénat, nous sommes appelés à être en communion parfaite avec eux, à communier avec eux à chaque fois et à porter le message qu'il faut, à prendre conseil et appui auprès d'eux avant de répondre à quelques informations, que ce soit concernant, n'est-ce pas, des lois qui seront proposées, des choses qui seront demandées au Sénat et sur lesquelles il va falloir intervenir. Pour dire que nous n'interviendrons pas à notre nom propre, mais nous interviendrons toujours au nom de la population qui nous aura mandaté. Le message principal que nous leur donnons, c'est qu'ils nous choisissent, parce que nous avons cette assurance-là que nous avons formé déjà cette union depuis la base, et que nous sommes sûrs de pouvoir avancer avec eux. Donc nous demandons leur soutien et surtout leur appui le 24. La liste d'indépendants brigue les deux postes de sénateurs dans la région des Grands Ponts.
Et voilà pour le point de ce premier jour de campagne pour le scrutin sénatorial du 24 mars 2018. Cette étape de campagne électorale va durer 4 jours. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord sur les termes d'une période de transition post-Brexit. Cette période de transition va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est un journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1 et supervisé par Abiba Dombele Saoé. Très bonne soirée à tous.